Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que, bien entendu, vous êtes seul et unique responsable de vos investissements. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse que je partage avec mes amis Mathieu et Laurent, ainsi que près de 5000 membres, et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur le site de pepidortrade.com, vous avez à votre disposition salon, formation et coaching. Et d'ailleurs, j'ouvre une nouvelle session de formation qui aura lieu sur 2 semaines, donc fin mai, début juin, donc il y a 8 sessions au total à suivre. Donc c'est limité à 4 personnes seulement, et je vous mets le lien de la préinscription en commentaire de cette vidéo. On y va pour le programme de cette semaine avec sur Euronext, Esker, Stellantis, Alstom, Ipsos, SES Imagotag, Kering, Ruby, Greenvolt, Safran, Lectra, Morel, Ubisoft, Katana, Serge Ferrari et Worldline. Et on ira aux États-Unis voir SQM, Datadog et Starbucks. Évidemment, si les vidéos vous plaisent et que vous souhaitez revoir une vidéo la semaine prochaine, je vous demande de faire une petite pause sur cette vidéo de quelques secondes, de mettre un petit like, voire éventuellement à la fin de cette vidéo un petit commentaire. Je vois qu'il y en a de plus en plus, donc c'est toujours très intéressant. Je les lis tous, ça permet d'avoir un échange et ça permet également d'avoir des précisions ou des corrections sur des bêtises que j'ai pu dire notamment. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors, le CAC 40, on revient un petit peu en arrière. Donc, on avait un bull market qui était ici de décembre 2018 jusqu'à février 2020. Ce bull market a été cassé par la crise du Covid, le crash, donc, à partir duquel on a rebondi, on va dire, au mois de mars 2020. Ce rebond a généré une consolidation d'à peu près 2 mois, qu'on a cassé par le haut, puis on a une nouvelle consolidation ici, qu'on a cassé par le haut, suite à l'annonce du vaccin, notamment le 9 novembre 2020, et puis on a entamé un bull market dans un canal haussier où les vendeurs se précipitaient sur la borne haute et les acheteurs plutôt sur la bonne basse. Et évidemment, ce canal a été cassé par le bas suite notamment à la guerre. Il n'y a pas que ça, mais ce canal en tout cas a été cassé par le bas. On est revenu le pullbacké ainsi que la M200, et puis on était dans ce qu'on avait, lorsqu'on zoome désormais un petit peu plus court terme, nous étions, pour moi, dans une consolidation depuis mi-mars, et j'ai indiqué donc depuis un mois et demi qu'il n'y avait pas grand chose à faire tant qu'on ne sortait pas ou par le haut ou par le bas, et il est vrai que cette semaine, patatras, on a cassé par le bas. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir un sell-off tout de suite, mais ça veut dire quand même que c'est un signal de faiblesse. Un signal de faiblesse pour le marché. Pour moi, il y a 2 hypothèses. Soit la semaine prochaine, effectivement, alors il y aura un rebond technique la semaine prochaine. Je vois beaucoup d'analystes qui nous disent qu'ils prévoient un rebond la semaine prochaine ou une stabilisation. Oui, merci. Le CAC a perdu 4 entre vendredi soir et ce soir. Hop là. Entre vendredi de la semaine dernière, voilà, vendredi 29, et ce soir on a perdu 4%, plus de 4%, donc on se doute bien que les possibilités d'avoir un rebond technique ou une stabilisation la semaine prochaine sont importantes. Maintenant, la question est de savoir si cette consolidation, stabilisation la semaine prochaine, elle va être suivie d'un relais, parce que on a quand même l'impression qu'à force, notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine, on peut en parler 2 minutes, mais on a quand même l'impression que les acheteurs commencent à de plus en plus être fatigués. Donc, même s'il y a un rebond la semaine prochaine, il faudra quand même être extrêmement vigilant avant de reprendre des positions. On voit que d'ailleurs en daily, on n'a pas eu une seule bougie depuis le
le 22 avril, on n'a pas eu une seule bougie qui a clôturé au-dessus de la M10. Donc pour moi, comme je le dis, hein, à chaque fois, il faut toujours une limite où on est un petit peu plus exposé au marché et une limite où on est un petit peu moins exposé au marché. Pour moi, cette limite, c'est la M10. Et honnêtement, depuis le vendredi 22, donc depuis 2 semaines, on est en dessous. Donc depuis 2 semaines, vous devez, selon moi, on doit, selon moi, être sous-exposé au marché. D'autant que si on regarde en hebdomadaire, là aussi, hein, voilà, là aussi on voit bien que, alors effectivement la semaine dernière on était un petit peu à la limite de repasser au-dessus, mais là cette semaine on repasse vraiment de manière importante, je dirais, sous la M10 hebdomadaire, donc on doit forcément redevenir un petit peu plus prudent, d'autant que sur ces niveaux-là, on sait très bien que même pour l'investisseur long terme, on n'est pas sur des niveaux, pour moi, d'opportunités fortes. Pour moi, alors pour vous le donner, hein, moi le niveau que j'aimerais, je ne sais pas si on va y aller encore une fois, j'en sais strictement rien, mais le niveau que j'aimerais bien, c'est à partir du moment où on casse le plus bas du mois de mars. Voilà. À partir du moment où, si on casse les 5750, à partir du moment où on se retrouve en dessous, c'est là où je vais commencer vraiment à observer, et notamment cette zone des 5005, 5550. C'était la zone que je visais moi lors du crash qu'il y avait eu début mars. Malheureusement, on ne l'avait pas touché. Bon, on verra. Toujours est-il que tant que vous êtes sous la M10 Daily, tant que vous êtes sous cette résistance oblique, il faut rester extrêmement prudent, même si, évidemment, il peut y avoir des rebonds. Et ils peuvent être extrêmement volatiles, on l'a vu cette semaine, hein, mais il ne faut pas s'y méprendre. La volatilité, elle est telle que on est bel et bien, c'est typique hein, de marché baissier, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai intitulé le titre de cette vidéo par dangereusement vôtre, parce que on est vraiment sur un marché coupe-gorge, on est vraiment sur un marché où d'après moi il faut rester soit à l'écart, soit potentiellement jouer les gros excès baissiers, notamment sur les big caps, etc. On a eu l'exemple cette semaine avec l'histoire du gros doigt, hein. Alors je ne vais pas y revenir dessus parce que voilà, pour ceux qui veulent croire à la théorie du zéro de trop, moi j'ai un petit peu de mal, mais bon, à la limite, peu importe. En tout cas, ça peut arriver, et donc c'est là que potentiellement il faut saisir des opportunités sur des gros coups d'air, notamment sur des grosses capitalisations. On avait eu Téléperformance cette semaine, etc., qu'on décrochait de 7, 8, 10%. Et c'est là où potentiellement, si vous avez des épuisettes, hein, des ordres à cours limité entre 7 et 10% sous le cours de la veille, notamment, eh bien, vous pouvez ramasser des titres. Donc voilà, pour le CAC Small, alors je ne l'ai pas vu le CAC Small, mais j'imagine qu'il a été un petit peu dégradé également. Ouais. Il a été un petit peu dégradé, donc on avait... hop là, je fais un petit peu de nettoyage. Donc moi, voilà, j'espérais... Toujours, alors c'est un peu moins dégradé hein, quand même au niveau du CAC Small, c'est un petit peu moins dégradé. Pour moi on est toujours dans la figure quand même, là où sur le CAC pour moi on l'a complètement cassé. Pour moi on tient encore la figure, alors on est sur le bas hein, de la figure, j'en conviens, mais voilà, tout n'est pas encore totalement perdu, même si c'est vraiment dégradé, même si tant qu'on est sous les 13003, c'est vraiment pas terrible. Et là, pour moi, la zone que j'attends, que j'espère, je dirais, c'est cette zone-là, hop, je fais un peu de nettoyage, qui est aux alentours des 11004, ouais, je dirais, s'il y a vraiment une panique, 11004, 11005, qui serait vraiment une zone d'opportunité. Alors ça fait quoi? Ça fait 10-12% en dessous. Là aussi, il faudrait qu'on casse ce plus bas de mars. Donc pour moi, c'est un peu les deux mêmes scénarios pour investir long terme. C'est ces zones-là qui sont pour moi un petit peu plus importantes pour la suite. Voilà, on passe aux actions avec Esker. Alors, Esker, c'est baissier, c'est très baissier, on est sur un support. Mais bon, il y en avait plein avant. Hein. On est sur un des supports, en effet. Il n'y a pas de signal d'achat, toujours rien. Aujourd'hui, elle résiste plutôt pas trop mal. Mais là encore, regardez, on a la M10 qui coiffe parfaitement les cours. Donc, strictement rien à faire tant qu'on est en dessous. Au niveau de la M10 hebdomadaire, là, vous voyez, c'est très clair. Hein. Voilà,
c'est très clair. Donc pour moi, effectivement, on est sur la M200 hebdo, donc effectivement, c'est pas mal. Effectivement, on est sur, on le voit là, une grosse zone de prix, très travaillée, hein, toute la zone de août, de juillet à novembre 2020, hein, c'était une zone très très importante. Et effectivement, on est sur cette zone-là, mais il faut quand même que ce soit validé par le marché, parce que des zones, il y en a encore en dessous, hein, il y a notamment celle-ci, et il y a encore en dessous, il y a notamment celle-ci. Donc attention quand même de pas trop anticiper non plus. Attendons un petit signal sur SKR. Effectivement, c'est pas moche. Effectivement, il y a une oblique que j'ai tracée là qui se met en place. Donc effectivement, on voit que le marché est en train potentiellement de nous indiquer des niveaux à dépasser pour pouvoir valider un retournement, un début de quelque chose du moins. Par ailleurs, il faut quand même attendre. Il faut attendre le dépassement de la M10 et pourquoi pas de cette oblique baissière pour pouvoir tenter éventuellement le retournement. Stellantis, alors j'avais promis à quelqu'un qui me l'avait mis en commentaire la semaine dernière d'en parler, donc j'en parle. Stellantis, alors Stellantis c'est un titre intéressant fondamentalement qui est pas très cher, mais bon là aussi c'est pas cher, mais bon, ça peut le devenir là aussi moins. Pour autant, effectivement, on a fait un double appui, plutôt propre, double appui sur un niveau de prix là aussi plutôt propre. Hein, si je tire un petit peu le support, voilà, on a quand même un niveau qui avait été travaillé en résistance, travaillé en support. Donc on a un niveau important, en effet, qui a été marqué, etc. Maintenant, on reste là aussi sous cette oblique qui, pour moi, indique qu'on est toujours dans la tendance baissière. Alors, est-ce que Stellantis nous dessine, pourquoi pas, un biseau comme ça? Un biseau descendant, moi j'aime bien les biseaux descendants. Est-ce qu'il est en train de nous dessiner un biseau descendant? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je dirais que le scénario est le même, hein, il va falloir casser la résistance oblique pour pouvoir valider un début de quelque chose. Mais là aussi, attention, on n'est pas à l'abri. Donc effectivement, à 12 euros ou à 13,15 €, c'est pas cher. Mais on n'est pas à l'abri, si le marché panique, d'avoir là aussi un sell-off. Pour une raison XY, un sell-off et revenir sur des niveaux là aussi encore plus attractifs sur Peugeot, notamment voilà ces niveaux-là, hein, tous ces niveaux-là, donc les niveaux des 10 euros, 10,20 €, 10,30 € quoi, hein, donc voilà qui est un niveau là aussi, vous voyez, un niveau de support, etc. Donc ok, c'est une bonne affaire effectivement fondamentalement, on est d'accord hein, en termes de prix. Mais ça peut le devenir encore plus. Donc attention de pas trop non plus anticiper, surtout quand on voit des marchés qui sont quand même relativement faibles. Hein. Attention par rapport à ça. Donc Peugeot, fondamentalement ok. Maintenant, graphiquement, je dirais que c'est neutre avec quand même un biais baissier là aussi. Hein. On voit la M200, vous voyez, la M200 qui était baissière derrière, qui a tourné baissière, derrière on a eu le sell-off. Ensuite, elle s'est retournée à la hausse et derrière on a eu un bull run. Et là, on voit qu'elle est en train là aussi de se retourner à la baisse. D'accord? Donc là aussi, voilà. Alors, l'investisseur, il peut hein, bien sûr commencer une ligne dès maintenant, etc. bien sûr. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'on peut encore là aussi, dans quelques semaines ou dans quelques mois, aller plus bas. Alstom, alors c'est une valeur pareille que je surveille. On en avait parlé avec des copains que je salue. Donc on en avait parlé ici dans la semaine où vous voyez, j'avais indiqué que attention, le niveau là de résistance, on risquait d'avoir le fameux faux breakout, et on l'a eu, comme d'habitude, hein, j'allais dire dans ce marché bien dégueu, il n'y a plus aucun breakout qui est payé. Donc on a eu bien sûr le breakout qui a été bien sûr vendu. Donc maintenant on va observer, on va regarder ce que va faire Alstom, notamment la semaine prochaine. Moi ça m'intéresse parce que j'ai l'impression quand même qu'on est en train de stabiliser la baisse, on est en train d'acter quelque chose. Il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot, mais si on repasse au-dessus, pour moi, hein, si on repasse au-dessus des
des 22,62 €. Je pense que ce sera pas mal. Donc les plus agressifs prendront directement la cassure de la bougie ici, la cassure des 22,63 €, avec un stop, je dirais en clôture ici des 21,57. Et ça c'est dans l'optique où les marchés rebondissent la semaine prochaine. Si par contre les marchés ne rebondissent pas, eh bien vous avez la possibilité, pourquoi pas, là il y a un petit hop, ici, il y a un petit gap à aller fermer. Pourquoi pas, si on fait une petite mèche à l'intérieur du gap, surveiller un redémarrage. Voilà. Voilà comment je le jouerai au niveau de Alstom la semaine prochaine. Ipsos, alors on en a parlé il y a 15 jours. Reprenez la vidéo d'il y a 15 jours. Il s'est passé très exactement ce qu'on s'était dit. Puisque, voilà. Reprenez la vidéo. Donc ça devait être la vidéo du 22 avril. C'est ça, c'était il y a 2 semaines. Et je vous avais dit, attention, sur Ipsos, à chaque fois qu'on casse un nouveau plus haut, derrière, c'est vendu. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où on a cassé le plus haut ici, derrière, on a eu un sell-off. Donc, je reprends, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Hein. Ceux qui sont intéressés par la valeur pourront aller voir la vidéo. C'est toujours très intéressant, toujours très important de regarder ce qui s'est passé par le passé. Et certains m'avaient dit oui, il y a un breakout à jouer sur Ipsos. Hop, le breakout ici. Oh, décidément, le breakout ici a joué sur Ipsos. Donc oui, possiblement oui, mais quand, encore une fois, on observe le passé, l'historique du titre, ben on s'aperçoit que généralement, ces breakouts sont vendus. Donc c'est toujours très intéressant de regarder ce qu'a l'habitude de faire le titre, parce que vous verrez que ben en fait, un titre a tendance à se comporter souvent de la même manière que par le passé. Voilà. Donc pas de surprise finalement pour Ipsos. Alors j'ai une zone, effectivement, une première zone qui serait pour moi ici, voilà, tout ça, avec notamment la M200, etc. Mais idéalement le bas de canal. Voilà, je vous le remontre, hein, je l'avais montré sur la vidéo du 22, et idéalement le bas de canal sur réaction, hein, comme d'habitude, hein, sur réaction. Hop là, non, c'était pas ça que je voulais prendre, c'était plutôt ça, voilà. Donc sur réaction, si on y va, le bas de canal, ça serait peut-être un petit peu plus sympa. Voilà, on va dire la zone ici des 41, 45. D'accord, si on y va là comme ça. Donc il peut y avoir du rebond. Là aussi, on peut faire du zigzag en mode crabe. D'accord. Mais effectivement, si on touche le bas de canal, ça peut être intéressant de guetter le redécollage. Donc voilà pour Ipsos. SES, Imagotag, SESL, alors, belle valeur. Fondamentalement, c'est intéressant. C'est pas donné, mais c'est fondamentalement plutôt intéressant. Alors, j'ai 2 niveaux pour ce titre-là. J'ai ce support oblique qui est ici. Hop là. C'est comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous. J'ai ce support oblique qui est ici. Donc, on va dire que ce serait potentiellement par là. Hein. Et puis j'ai le support ici horizontal qui est aux alentours des 77. Donc moi, mon scénario privilégié, c'est que comme c'est quand même une valeur qui est suivie, recherchée, j'imagine bien qu'on va aller le tester. Il y aura un rebond qui sera généré et que derrière, il n'y aura pas assez de force pour pouvoir relancer vers des plus hauts. Mais ça, c'est pas sûr. Donc on verra bien. En tout cas, ceux qui veulent investir, pour moi, vraiment, la zone très intéressante serait plutôt celle-ci. Je la mets comme ça sera peut-être plus évident. Ce serait plutôt celle-ci. Donc on verra, selon la construction, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Ça nous amène à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est beaucoup trop tôt pour moi. On a engagé la correction et on risque d'avoir la construction d'une figure corrective beaucoup plus longue, beaucoup plus élargie. Et c'est celle-ci qu'il faudra surveiller, je pense, dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc moi, ça m'intéresse, hein, je la regarde. Mais pour le moment, voilà. Sauf ceux qui veulent jouer en mode épuisé du rebond technique, je dirais que la zone des 77,5 peut être un rebond technique, ou alors celle des 72. Et pour ceux qui sont un petit peu plus patients, qui ne sont pas pressés, ils vont se la mettre sur le côté et ils vont attendre que la figure moyen long terme se forme, qui pour moi n'est pas du tout le cas encore.
Kering, alors on est revenu, ça y est, ça fait un petit moment que j'en parle de Kering, on est revenu sur le bas de canal, on l'a même traversé un petit peu le bas de canal, voilà. Alors, Kering, donc j'avais 3 KE, parce que pas assez d'unités, voilà. 3000 unités, c'est mieux. Donc j'avais expliqué Kering, j'en avais parlé sur le rebond ici au mois de mars, et j'avais expliqué que c'était pour moi un rebond technique, ce rebond-là, et que certainement qu'on aurait un retour sur le bas de canal, ce qui a été fait. On l'a même enfoncé, on est même revenu pour moi sur un niveau de support horizontal. Donc honnêtement, quel support maintenant va tenir? J'en sais strictement rien. Moi, je pars du principe que désormais, la correction est suffisamment prononcée pour pouvoir se réintéresser au titre. Alors, quand je dis pour pouvoir se réintéresser au titre, ça ne veut pas dire pour pouvoir acheter le titre. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, étant donné que sur Kering, on a un drawdown par rapport au mois d'août 2021 de plus de 43%, je considère que, étant donné qu'on est sur une action qui ne fait historiquement que des plus hauts, on est à partir de maintenant sur du drawdown qui est intéressant pour pouvoir reprendre des risques sur la valeur en cas de déclenchement d'un signal acheteur. Ce déclenchement de signal acheteur, alors chacun ses setups, tout le monde a les siens, moi j'ai les miens également, on peut en avoir beaucoup. Encore une fois, je vous en donne régulièrement 2 très très simples, mais qui fonctionnent, hein. C'est une cassure d'oblique. Voilà, c'est-à-dire que vous tracez votre oblique de manière même grossière, hein, c'est pas très grave. Et puis vous partez du principe que à partir du moment où on casse cette oblique, voilà, vous prenez position avec un stop sous le dernier creux et vous tentez en espérant que ce soit potentiellement un point bas. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement vous tentez. Hop, j'ai dû effacer canal, c'est pas grave. La deuxième méthode qui est très très simple, vous mettez une moyenne mobile, moi en l'occurrence c'est la 10, il n'y a pas de secret, et puis vous partez du principe que désormais, à chaque fois que vous allez avoir une cassure de la moyenne mobile 10, et bien à ce moment-là, vous allez prendre une position avec là aussi un stop sous le dernier creux. Voilà. Voilà une méthode très simple que vous pouvez tenter. Et après, les investisseurs, alors les investisseurs, c'est toujours pareil. Un investisseur très long terme, eh bien, il va acheter par paquet, hein, il va tracer des niveaux de prix très importants. Alors, il y a un énorme support. C'est vrai que le gros support, je le montre pour les investisseurs, hein. Pour moi, le très gros support, il est là. Voilà, il est là. Donc c'est le support des 345 à 377. C'est vraiment le support très long terme. Donc pour moi, un investisseur, il peut déjà commencer à rentrer une position sur Kering, sur ces niveaux-là. Mais il faut quand même, encore une fois, qu'il ait conscience qu'on peut aller, encore une fois, 20% en dessous sans problème. Voilà. Voilà en gros pour Kering. Ruby. Alors Ruby a annoncé des chiffres qui étaient pas si mal. Alors voilà, on avait un biseau descendant. Alors c'est très baissier, hein, Kering. Ruby. C'est très baissier. On a une figure que je trouvais très intéressante. J'en ai parlé sur Twitter d'ailleurs. Je trouvais très intéressante. Avec un biseau descendant. On a eu la cassure du biseau descendant. On a eu un gap à la hausse ce matin. Suite au résultat. Donc la publication a été saluée, hein, de 3,25%. Et puis, il est vrai que finalement, le marché a décidé de la vendre. Alors pour moi, c'est pas totalement fini quand même. Il faudra quand même la surveiller la semaine prochaine, parce qu'on a fait à ce stade une touchette sur la M10. Donc, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 25,43, je dirais que tout n'est pas perdu. Et je dirais même que si on venait la semaine prochaine à repasser au-dessus du double top ici à 26,74, ça pourrait être même un signal d'achat pour aller rejoindre, pourquoi pas, la M200 dans un premier temps. Donc on va l'observer la semaine prochaine. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé honnêtement sur Ruby. Bon, les marchés sont difficiles, hein, il faut pas se le cacher. Donc, mais on va quand même se la mettre sur le coude pour la semaine prochaine. Grainvolt, alors c'est un titre intéressant fondamentalement. Voilà, alors moi je le vois comme ça. Hop. Je le vois comme ça, Grainvolt. Je le vois en support oblique là aussi. Je vais le retracer plus proprement, pardon.
Hop là, pour vous, voilà, je le vois comme ça. Là, c'est intéressant. Pour moi, on est en train de construire. Voilà, on est en train de construire une figure. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de surveiller, pourquoi pas, le bas de cette figure et pourquoi pas un contact avec la M200. Donc, par là, avec notamment une petite mèche, pourquoi pas, dans le gap qui a été ouvert ici aux alentours des 149, 150. Donc, à observer, Grainvolt, si on venait à faire une petite mèche dans cette zone-là, pour pourquoi pas guetter un nouveau départ et pourquoi pas anticiper une cassure de cette oblique-là. Donc voilà, possibilité d'acheter soit sur repli, soit là aussi sur cassure de cette oblique ici. Regarde un petit peu les volumes, ça dit quoi? Ouais, les volumes, c'est le calme plat. Donc pas de conviction non plus forte à la vente. Donc c'est intéressant, ouais, ça se regarde. Moi je la mets sous le coude. Alors c'est pas hyper liquide, hein, par contre, Grainvolt, vous voyez, aujourd'hui c'est 36 000 euros échangés. C'est très peu. En moyenne, c'est du 100 000 euros échangés jour. Hein. Donc il faut faire très attention à la taille de position. Là-dessus, faites gaffe, vous faites piéger. Mais voilà, globalement, c'est quand même un titre intéressant qu'on peut surveiller. Safran, alors Safran, je la monte, alors ça se traite pas pour moi, Safran, c'est plutôt de l'accumulation dans les excès baissiers, mais moi, voilà, moi j'ai deux zones sur Safran, j'ai deux zones, j'ai la zone ici, on va dire, bon on y est presque, hein, ça fait un petit moment que je la surveille, la zone des 93, 93, et la deuxième zone qui serait plutôt ici, aux alentours des 87, je fais un peu de ménage parce que c'est vrai que du coup, j'efface tout, ce sera plus simple. Du moins cela, ces supports-là, voilà. Hop là, je fais un peu de ménage, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc je les remets. Donc la zone ici des 87-20 et la deuxième zone pour moi qui est ici, on va dire, ouais, grosso modo ici, aux alentours des 84, 70, 85. Donc voilà les deux zones pour moi qui sont intéressantes. Après, si on va en dessous, tout est possible, hein, mais après, si on est en dessous, bah, on verra. on verra. On verra à ce moment-là. En tout cas, c'est un titre qui m'intéresse, moi, toujours, fondamentalement, etc. Même si c'est pas donné, il y a de la dette, etc. Mais c'est un titre quand même qui m'intéresse sur du long terme. Safran à suivre pour les prochains jours, notamment si on a un excès baissier sur le CAC. Je pense qu'il y aura peut-être des choses, il y aura peut-être quelque chose à tenter sur ce titre-là. Lectra. Alors, Lectra, c'est un titre aussi fondamentalement intéressant. Alors, oui, j'avais une épuisette. Hop. Donc, cette zone-là m'intéresse potentiellement. Donc, la zone, là aussi, des 33-35 jusqu'à 34. Ce qui est un petit peu plus gênant, c'est qu'on a quand même cassé une dynamique qui était ici. Vous voyez, on avait un support qui était quand même pas mal. Voilà, qui était ici. Donc, on l'a quand même cassé. Donc, c'est moyen moins. Je pense qu'il y aura une réaction technique sur ce support-là, mais attention quand même. Attention quand même, si on venait à le casser, j'ai un gap qui est ouvert ici. Qui pourrait également servir de soutien, d'autant que là aussi on voit que c'est également une zone de support. Voilà. Donc là, si ça panique, on va dire la zone des 25, je vous l'ai dit, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur les marchés, et peut-être que s'il y a un moment de panique, eh bien vous serez content de l'avoir noté quelque part dans un calepin ou dans un bout sur un bout de papier. Si on panique, la zone des 25 euros, 26 euros peut être une belle zone. Et sinon, voilà, dans un premier temps, si ça panique pas, première zone à surveiller en cas de réaction. Je dirais que la zone des 33 euros, 34 euros, ici, là, peut être une réaction pour avoir à minima un rebond technique. Si on lâche, c'est cette zone-là. Voilà pour l'Ectra. Fondamentalement, encore une fois, c'est intéressant, hein, l'Ectra. C'est pas mal du tout. Mais bon, voilà, si le marché décide de vendre, croyez-moi, Lectra sera vendu aussi. Morel & Prom, alors, un titre qui se reprend. Après une publication décevante, mais bon, forcément, le secteur est défendu. Ce que j'aime bien sur Morel & Prom, c'est que cette semaine, on a fait le break, là, pour le coup. Et même si on n'a pas explosé à la hausse, on a quand même tenu
Vous voyez, avec ces deux bougies aujourd'hui, on a quand même tenu au-dessus. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est en clôture au-dessus des 4,45 €, c'est positif. Et je dirais que l'objectif, là aussi, est d'aller combler potentiellement ce gap ici. Gap à combler. Voilà. Donc gap à combler qui est en objectif à... on va dire quasiment 5 €, hein, 4,96 €. Donc premier objectif qui est à 9% et hop là, pardon, 9%, et deuxième objectif, le dernier plus haut, à passer pour potentiellement relancer. Donc on verra. Si par contre on commence à réintégrer, là ce sera moyen moins, et là je pense qu'il faudra aller chercher des supports du coup beaucoup plus bas, avec notamment ce support oblique. Donc si vraiment là on n'arrive pas à confirmer par le haut et qu'on casse tout ça par le bas, là par contre je pense qu'on ira beaucoup plus bas, et ce sera d'ailleurs je pense négatif, hein, parce que beaucoup pensent que si le pétrole se casse la gueule, ce sera positif pour les marchés. Moi je pense que si le pétrole se casse la gueule, ce sera que les marchés iront très très mal. On verra. Ensuite, Ubisoft. Alors Ubisoft, je suis très content. C'est une des trades. Alors on n'en a pas beaucoup donné cette semaine. Il y en a deux que je vais vous présenter, hein. Il y a Ubisoft et Worldline que j'ai proposé cette semaine à l'achat Swing sur le salon. Donc Ubisoft, ça s'est très très bien passé. On avait proposé un achat avec un stop très serré. Donc c'était un achat au-dessus des 43,06 € pour aller chercher un premier objectif qui était à 45, donc 4,50, et un deuxième objectif qui était à 11,66. Donc on est très content, ça a bien fonctionné. On a encore un petit reliquat pour vous, l'OPA, on verra. Donc pas grand chose à faire, hein, au niveau de Ubisoft maintenant qu'elle a explosé, pardon. Très sincèrement, je vois pas trop ce qu'on peut faire là aussi, hein. Vous voyez, on a eu la cassure de la M10 et on a eu hop, le petit pullback. Derrière, on a eu la congestion et derrière l'explosion. Donc voilà, titre qui est suivi. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Ubisoft? C'est compliqué, encore une fois, parce que là, il y a beaucoup trop de volatilité, sauf si vous êtes capable de rentrer dans une unité de temps inférieure. Je pense que pour Ubisoft, il faut attendre un repli ou une congestion pour pouvoir rentrer sur le titre. Pour ceux qui sont dedans, voilà, moi je vous dis ce qu'on a fait, hein, au niveau du salon. Vendu 70% ou 80% du titre, et on garde un reliquat pour jouer encore une fois avec un stop plutôt éloigné, hein. Moi je crois que j'ai un stop aux alentours des 45. Voilà, je dois avoir un stop en par là pour le reliquat. Donc pour vraiment laisser vivre le titre, hein, et jouer, pourquoi pas, vraiment une spéculation sur des niveaux un petit peu plus hauts. Pourquoi pas les 55, pourquoi pas les 56, pourquoi pas même les 60, on verra. Donc voilà, pour le moment sur ce titre là. Katana, alors Katana, je l'attends plus bas. Ça fait un petit moment. Alors, je l'avais présenté, Katana, quand on était par là. Ça devait être au mois d'avril, début avril. Il faut reprendre la vidéo, et je disais que, en effet, ce support là qui était ici pouvait être acheté, hein. Effectivement, il y a eu un petit rebond, bon, très léger, mais que ça m'intéressait pas parce que le ratio gain risque n'était pas important, et que je préférais nettement le support oblique qui était en dessous. Et effectivement, on y arrive petit à petit. Donc ça met du temps, hein. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, hein. Ça a mis, vous voyez, ça a mis, donc c'était avril, donc ça a mis pratiquement un mois, et c'est pas encore fini en plus. Donc on y arrive. Il y a une zone de support, vous voyez, que j'ai tracé ici pour jouer un rebond technique, une première zone qui, je pense, sera achetée, qui est grosso modo toute cette zone ici, la zone entre 6,70 et on va dire 7. Voilà. Est-ce que ce sera le point bas? Je sais pas. Je verrai plutôt, moi, un truc de ce genre-là. C'est-à-dire, hop, on tape la zone, on fait un rebond technique et on va faire un double appui qui correspondrait en même temps au support ici oblique avant de repartir. Moi, je le vois plutôt comme ça. Du moins, j'espère, parce que par contre, en revanche, si on casse le support oblique, alors là, il faudra devenir beaucoup plus vigilant. Donc voilà pour Katana. Alors le titre, fondamentalement, bon, il est assez connu, hein. C'est très bien. C'est très très bien, fondamentalement. Mais techniquement, voilà, techniquement, vous voyez, du moment où, là aussi, hein, la M10, elle a fait un job magnifique, vous voyez, du moment où on casse la M10 à la hausse, derrière, on a un mouvement qui se produit, un bon mouvement, hein, puisque derrière, on gagne jusqu'à 35%, et à contrario, du moment où on casse ici la M10,
et bien derrière, on a un mouvement de 17% à la baisse. Donc voilà, d'où l'intérêt là aussi de trader dans la tendance, surtout dans des marchés baissiers qui sont comme ça. Donc privilégier les titres qui sont dans la tendance. Donc voilà pour Katana. Il nous manque Serge Ferrari et Worldline. Alors Serge Ferrari pour l'Euronext. Hein. Serge Ferrari, pareil. J'attendais un repli. Il commence à se mettre en place. Ouais, voilà. Il commence à se mettre en place. Donc c'est pas mal. Là aussi, hein, vous avez vu, hein, beaucoup de configurations comme ça sur les small, avec des retours sur des supports obliques, etc. Alors, ce qui me gêne un petit peu quand même, vous l'avouez, c'est que on commence à revenir pour la 3e ou 4e fois sur beaucoup de supports obliques. Donc ça commence à faire quand même beaucoup de retours. Attention quand même de pas à un moment donné avoir ces supports qui pètent tous en même temps et qu'on ait l'effet panique. Donc attention non plus aussi de ne pas acheter à l'aveugle et surtout attention de ne pas acheter sans mettre de stop parce que là on peut avoir également de mauvaises surprises. Alors pour Serge Ferrari, pareil, je dirais que tant qu'on est sous la M10, on observe. Et par contre, s'il y a un rebond sur le support oblique et que derrière on vient casser la M10, effectivement, on pourra, pourquoi pas, repasser à l'achat. En tout cas, à ce stade, c'est très positif. Je dirais même qu'on pourrait aller chercher jusqu'à la zone de polarité ici, hop là, jusqu'à la zone de polarité des 13,66, que je serai toujours haussier. Voilà, donc on pourrait même venir ici. Alors par contre, hein, attention de ne pas nous faire une espèce d'épaule tête-épaule, hein, on verra. C'est très anticipé encore, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Tant qu'on est au-dessus de 13,66, positif, je dirais, sur du moyen terme, et encore plus positif tant qu'on est au-dessus du support oblique. On est là sur des zones qu'il faut surveiller pour de l'achat. Surtout sur un titre comme Serge Ferrari qui fondamentalement est très intéressant. Worldline, alors Worldline, voilà, je vous ai montré tout à l'heure Ubisoft qui était un trade gagnant sur le salon. Je vais vous montrer un trade qui a été perdant. Vous savez, je vous montre les trades gagnants, mais je vous montre aussi les trades perdants. J'ai pas de problème avec ça. Je vous rassure, j'en perds beaucoup. Donc, on avait proposé sur Worldline, vous voyez, un achat ici au-dessus de la bougie. On est presque arrivé au premier objectif ici. Mais malheureusement, avec la séance de hier, forcément, on est revenu en arrière et on a été stoppé. Donc, on a pris une perte sur ce trade-là de 2,39. Donc, voilà. Pour le moment, c'est pas encore tout perdu, ça reste baissier. Pour le moment, c'est quand même encore du pullback, mais là aussi, quand même, c'est faible. Hein. C'est faible. On est toujours sur une tendance très baissière à Worldline, c'est pour ça que c'est faible aussi. Mais quand même, j'abandonne pas l'idée de la surveiller la semaine prochaine, notamment. Alors maintenant, c'est assez clair. Hein, le niveau à surveiller, à passer, il est là. C'est les 39,50. 39,50 euros pour pouvoir valider le début de quelque chose. Là où je commencerai à m'inquiéter, c'est si on revenait à passer, on revenait à passer en dessous des 36 euros. Donc entre les deux, on va dire que c'est de la neutralité. Positif au-dessus de 39, 20, 39, 30. Et par contre, je commencerai vraiment à dégrader si on commence à réintégrer la figure et qu'on commence à repasser en dessous des 36,10 euros. J'espère que je ne me suis pas emmêlé. SQM, alors on part aux États-Unis. SQM, pour mon ami Lolo. Alors, c'est pas mal, c'est très haussier. Alors, par contre, je la découvre en même temps que vous. Par contre, attention quand même sur ce titre-là, parce que j'ai la sensation quand même que on est un petit peu sur un excès là aussi. Donc voilà, oui, c'est très haussier. Tant qu'on est au-dessus là aussi des... Hop là, tant qu'on est au-dessus, voilà. Tant qu'on est au-dessus des 72 $, je suis positif. Par contre, attention, si on venait à repasser en dessous, ça pourrait être dangereux. Ce qui est en train là, de consolider apparemment. Ouais, donc on va voir. On va voir la figure. Si effectivement cette figure vient à faire une congestion comme ça, là effectivement on pourra jouer le redémarrage.
Et à contrario, si cette figure on la casse par le bas, c'est qu'on ira chercher le bas de canal avec notamment, pour moi, le support qui est ici. Tac là. Et voilà, le support ici des 58 $. Donc voilà, plutôt positif évidemment, mais quand même avec un biais prudent parce qu'on est sur le haut de canal et on est quand même sur, on a fait un excès haussier, on a réintégré. Attention quand même sur ce genre de titre. Datadog, Ddog. Alors, Ddog, bon, on l'avait étudié apparemment celle-ci. Ouais, ben, on avait dû la faire au mois de mars, puisque je vois qu'on a eu le rebond sur le support que j'avais tracé. Par contre, là, c'est moyen, hein, c'est moyen. Là encore, moyen. Hop, on a une figure qui est en train de se dessiner, par contre, assez propre. Voilà, une oblique qui est en train de se dessiner. Pourquoi pas un biseau descendant, là aussi, comme ça. Ouais, j'ai pas grand-chose. À part ça, j'ai pas grand-chose. La tendance est quand même dégradée. Je regarde en hebdomadaire, sous la M10 aussi, évidemment. J'ai pas grand-chose. J'ai un niveau de soutien qui est assez important qui est ici. Voilà. Donc voilà, si on y va, ce serait peut-être intéressant pour ceux qui croient en la valeur aux alentours des 97 voire les 100 $. Ça c'est pour de l'investissement, donc cette zone là, le bas, je dirais le bas du biseau. Pour ceux qui veulent la trader, j'attendrai la cassure de cette oblique ici. La cassure de cette oblique ici, et à ce moment là en effet, si voilà, on vient rebondir, qu'on vient à casser ici l'oblique, hop, à ce moment là vous prenez position en par là avec une invalidation sous le dernier creux ici. Je le jouerai comme ça. Puis on va terminer par Starbucks. Hop. Je la découvre en même temps que vous. Waouh, il y a eu un sacré sell-off. Une de plus. Bah c'est moche. C'est moche, mais par contre, ouais, on est revenu sur un niveau de prix intéressant. Une belle zone, très travaillée par le prix, là aussi. Mais il y en a tellement des zones, c'est vrai que c'est jamais évident. J'ai une belle zone de prix qui est ici. Et j'ai une autre zone de prix qui est ici. Donc les investisseurs, pour moi, peuvent commencer à accumuler une position, à renforcer, je dirais, sur les 68 et peut-être un petit peu plus bas, sur cette zone ici, aux alentours des 63. Voilà les zones pour les investisseurs. Pour le trader, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. On voit vraiment que c'est un gros mouvement baissier, très baissier même. Ouais, là aussi, on peut dire qu'il y a une espèce de figure qui potentiellement est en train de se dessiner. Mais voilà, c'est encore tôt. Voilà. Espèce de biseau descendant là aussi. Ouais, mais honnêtement, je ne ferai pas grand-chose. Là, on a comblé le gap. Ouais, non. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à faire sur Starbucks pour le moment. En tout cas, tant qu'on est au-dessous de cette oblique-là, pour moi, il n'y a rien à faire. Et en plus, là, on est à la limite de recasser la M10. Donc, honnêtement, sur Starbucks, pardon, je ferai rien. Pour le moment, je serai très patient, comme la plupart, sur la plupart des titres d'ailleurs, que ce soit de l'Euronext ou sur les US. On va regarder Apple. On va jeter un coup d'œil. Apple, donc qui se reprend, qui est sur le support oblique. Ouais, là aussi, attention hein, au niveau d'Apple, de ne pas lâcher ce support oblique. Là aussi, il y a quand même une dégradation. Hein, là aussi sur Apple, attention. Attention quand même la semaine prochaine, même s'il y a du rebond, etc., de faire gaffe et de mettre des stops très courts. Voilà, on en a terminé donc pour cette vidéo hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Qu'est-ce que je peux dire en synthèse, si ce n'est que vous n'êtes pas obligé de trader, donc profitez peut-être de ce temps-là pour vous reposer, pour vous former, pour backtester des choses, pour étudier les valeurs sur lesquelles vous voudrez rentrer plus tard, pour dessiner des zones d'intervention pour plus tard si les marchés paniquent, etc. Semaine prochaine, encore une fois, il devrait y avoir du rebond, ne serait-ce que technique. Mais il va falloir quand même, j'ai l'impression quand même que
on a quand même dégradé un certain nombre de niveaux. Je trouve que les flux vendeurs sont quand même beaucoup plus importants que les flux acheteurs. On sent qu'il y a des volontés de jouer des rebonds techniques, mais on sent aussi qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on est en train d'user vraiment les acheteurs au fil des heures, au fil des jours, au fil des semaines et au fil des mois. Donc attention quand même, encore une fois, on reste observateur, on garde du cash et on ne va que sur, si possible, des opportunités fortes. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et encore une fois, bon week-end. Au revoir.